Les Échos. Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Vous êtes député PS de l'Essonne. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche matin avec une semaine qui s'achève, une multitude d'incertitudes politiques, stratégiques, judiciaires. Pour Marine Le Pen, par exemple, qui sera peut-être celle finalement qui censurera le gouvernement Bayrou. Si oui, le ferez-vous aussi, vous les socialistes et vos deux formations inévitablement alliées à la France insoumise. Un Rassemblement national qui apparaît en France mais aussi en Israël comme le rempart contre l'antisémitisme, contrairement à la gauche qui historiquement l'était. Quelle gauche pour aujourd'hui? Quelle gauche pour demain? Enfin, quelle Europe est-elle unie? Et si oui, de quelle manière et contre qui? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Parlons franchement, Jérôme Gage. Demain, la justice tranchera pour Marine Le Pen, qui saura si elle est éligible ou pas pour la présidentielle de 2027. Au fond de vous-même, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit inéligible? Je souhaite battre Marine Le Pen. Si la justice décide qu'elle ne peut pas être candidate, je respecterai la décision de justice, mais je ne m'en remets pas exclusivement à cette décision de justice. La loi est la loi, elle est ainsi, donc demain je vais, comme tous les Français, découvrir le jugement qui sera prononcé. Après, que d'aucuns posent la question de savoir si la loi est bien faite, si elle est bien ciselée, c'est ce qui se passe régulièrement quand des procès interviennent, mais à cet instant, souffrez que je ne commande pas une décision de justice avant qu'elle soit intervenue. Mais elle est déjà commentée par plusieurs, pensez à Gérald Darmanin et tant d'autres qui disent que ce procès a une dimension politique aujourd'hui. Il s'agit en fait, il y a une forme d'hubris des juges. Est-ce que vous constatez, vous aussi, ou peut-être pas, qu'il y a une forme d'hubris des juges là-dedans, que le procès a une dimension politique? Mais moi je me méfie à chaque fois qu'on jette une suspicion sur une décision de justice et sur la manière dont elle va être prononcée. Parce que ça devient de plus en plus fréquent, vous le remarquerez. Oui, mais c'est nouveau en plus. C'est nouveau. C'est cette forme d'exécution immédiate de l'inéligibilité. Mais attendez, cette loi, elle a été votée en 2016, rappelez-vous, au lendemain de l'affaire Cahuzac, à un moment où dans le pays, elle a été confortée, confirmée après l'élection d'Emmanuel Macron sur la loi sur la moralisation de la vie publique. Donc il y a une injonction contradictoire d'un côté à demander à ce qu'il y ait une forme d'exemplarité des responsables politiques, et moi j'y souscris pleinement, sans verser dans une démagogie stigmatisante, mais voilà, dura lex, sed lex. Donc quand la loi est votée et qu'elle s'applique, si on se lamente ça va pas trop loin sur le principe même de l'application de la loi, mais est-ce qu'on a le même type de commentaires s'agissant de délits financiers, de délits pénaux, de violences, de crimes, de trafic, etc. Parfois, si le Parlement vote la loi, mais qu'on débatte de l'efficacité de la loi, de sa pertinence, de son ciblage, faisons-le, mais à tête reposée. Et si demain, des majorités parlementaires estiment que la loi est allée trop loin dans les peines d'inéligibilité, mais contester en chemin des lois qui ont été votées, ça, c'est déjà fragiliser un élément essentiel de l'état de droit qu'est l'institution judiciaire. On ne conteste pas forcément la loi. Donc j'ai trop de respect pour l'institution judiciaire et l'état de droit pour venir participer de cette surenchère. Cette décision, bien sûr qu'elle a des conséquences politiques. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais pendant qu'on se focalise sur les conséquences politiques, on oublie le fait générateur. Enfin, quand même, de 2004 à 2012 ou 2014, je ne me rappelle plus exactement, manifestement, il y a eu des violations répétées de la loi et un détournement de fonds publics au profit d'un parti politique qui, autour de 4 millions d'euros... Sans enrichissement personnel. Mais je n'ai pas dit le contraire, non, mais ça demeure je le rajoute pour que ça soit clair. Donc, soit vous me dites à l'instant, écoutez, quand il n'y a pas d'enrichissement personnel, pourquoi est-ce qu'on sanctionne les partis? C'est pas ce que j'ai dit, Jérôme Gage, je vous en conviendrai. Voilà, mais voyez, parce que parfois on entend cette inversion accusatoire. Donc, il y a une loi, on l'applique, je fais confiance dans la justice. S'il faut changer la loi, le débat politique a lieu, mais franchement, je ne crois pas que ce soit l'air du temps que de donner l'impression d'exonérer les responsables politiques de leur responsabilité quand ils ont failli lourdement au détriment des contribuables. Alors, vous dites que vous faites confiance à la justice, c'est un principe fort valable, mais quand on sait qu'aujourd'hui une partie de la magistrature est idéologiquement orientée, disons-le poliment, est-ce que dans les circonstances où il y a une dimension politique aussi forte, 11 millions d'électeurs pourraient se voir privés de leur candidate historique à la prochaine présidentielle, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un doute sur la légitimité de la suite des choses? Mais parce que votre postulat de départ, qui est celui d'une idéologisation de la justice, il est très problématique. Parce que à ce compte-là, je dis qu'à tout le moins, c'est un sentiment qui existe dans le pays. Mais moi, je ne fonde pas mes convictions sur des sentiments. Je vous le dis sincèrement parce qu'à ce compte-là... J'ajouterais que c'est un reproche qui est souvent fait. Les syndicats de la magistrature ne se distinguent pas, par exemple, par une neutralité exemplaire. Mais vous savez, c'est comme si je répondais en parallèle, et je fais un raisonnement par l'absurde, je le dis tout de suite, qu'il y aurait une défiance
à l'endroit des policiers parce qu'il y aurait une forte représentation de telle orientation politique chez les policiers. J'ai confiance dans la police comme j'ai confiance dans la justice. J'ai confiance dans le sens de l'État et de l'intérêt général de ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique ou de la possibilité de juger. Si vous faites ça, si vous laissez instiller ce raisonnement, alors on ne juge plus les politiques. Ils sont exonérés. Et donc constater qu'il y a une défiance dans la population sérieuse avec l'enjeu central, 11 millions d'électeurs potentiellement privés de leur candidat. Sincèrement, moi je la sens pas, cette défiance dans la population à l'endroit d'une justice qui serait politisée. Enfin, franchement, si vous regardez ces 20 dernières années, tout le monde y a pris son compte par la justice. À droite, à gauche, au centre et à l'extrême droite déjà, et peut-être demain. Donc, si on dézoome un peu et on regarde celles des formations politiques qui ont été pris, pardonnez-moi l'expression, les mains dans la confiture, aucune d'entre elles n'a été épargnée et la sévérité de la justice ne peut pas être indexée à son niveau de politisation. C'est réel ou supposé. Les sondages montrent qu'il y a une défiance croissante vis-à-vis des institutions en France. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que si Marine Le Pen demain est déclarée inéligible, ce fossé entre les Français et leurs institutions se creuse? Est-ce que, je vous retourne la question, est-ce que vous n'avez pas la crainte si demain Marine Le Pen ou d'autres passent à travers les gouttes parce que si on va au bout de votre logique, il faudrait prononcer une relaxe de Marine Le Pen et de considérer qu'il n'y a pas eu de délit, qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Il n'y a pas de logique, elle appartient au juge, je reprends ce que vous venez de dire. Non mais c'est pour ça que je dis, si il n'y a pas de condamnation des politiques, est-ce qu'en sens inverse, il n'y a pas une défiance encore plus grande et un fossé encore plus grand? Donc vous voyez, si c'est condamné, c'est une défiance. Si c'est pas condamné, c'est une défiance. Bon. Le chemin, c'est celui de la justice. En attendant, on verra demain ce qu'il en est. Jérôme Guedj, vous avez vu ce sondage dans le journal du dimanche, avec une projection, s'il y avait une présidentielle demain, Marine Le Pen obtiendrait entre 34 et 37% des voix, selon le candidat qu'elle aurait en face. Est-ce que ça vous étonne comme score? Ça confirme en effet que si rien ne se passe, la pente naturelle est la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi si rien ne se passe? Si les formations politiques, singulièrement celle à laquelle j'appartiens, mon camp, celui de la gauche républicaine, n'est pas capable d'offrir une alternative. Et donc, moi, tous les jours, mon engagement politique, c'est comment éviter l'élection de Marine Le Pen. Et j'ai commencé tout à l'heure en vous disant... Je veux combattre sur le terrain des idées, sur le terrain de l'efficacité de la politique économique, sur les questions, sur le terrain de la question sociale, des sujets régaliens, la sécurité notamment. Sur tous ces sujets, je préfère porter des réponses qui font que les électeurs qui sont tentés par Marine Le Pen, et moi je m'adresse à tous les électeurs. Je suis sur votre plateau aujourd'hui, y compris pour m'adresser aux électeurs de Marine Le Pen, comme à chaque fois je prends la parole dans les médias. Je m'adresse à tous les électeurs de ce pays pour leur dire ce n'est pas la bonne réponse, ce ne sont pas les bonnes réponses à des colères ou des inquiétudes qui peuvent être légitimes, et il faut donc offrir une alternative. La progression de Marine Le Pen dans les sondages, c'est bien sûr le fait qu'ils n'ont pas exercé les responsabilités, c'est la nouveauté attendue, c'est la défiance à l'endroit de la classe politique actuelle, mais balayons devant notre porte. Balayons devant notre porte. Mais il y a peut-être aussi de l'adhésion. C'est-à-dire une partie de l'électorat se reconnaît dans les diagnostics de Marine Le Pen ou plus largement du RN, dans les propositions qui sont les leurs. Donc peut-être il y a seulement un électorat qui se reconnaît dans cette vision. Incontestablement. Mais je préfère leur montrer en quoi une partie des réponses, ou la totalité des réponses apportées par Marine Le Pen ne réglera pas. Je vous prends l'exemple du pouvoir d'achat. Je suis parlementaire. Je vois le double discours entretenu par les députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, la main sur le cœur, Jordan Bardella, qui vous explique que la question sociale est essentielle, que le soutien au pouvoir d'achat est crucial. Mais quand il faut se prononcer sur des éléments essentiels, la revalorisation du SMIC, le partage des richesses, il n'y a plus personne pour financer les services publics dont on a besoin dans les territoires perdus de la République, que sont parfois certaines zones rurales. Bon voilà, encore hier, je vous prends un élément de cette semaine. On va légiférer cette semaine sur la lutte contre les déserts médicaux, voilà, qui est un sujet de préoccupation majeur pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est la proposition de loi de mon collègue Guillaume Garot, transpartisane. Plus de 250 députés de tous horizons l'ont déposée. Qui est-ce qui vote contre en commission des affaires sociales? Le Rassemblement national. En disant on ne va pas réguler, imposer, soviétiser l'organisation du système de santé. Mais bon sang, on a tout essayé. Nos Français, nos concitoyens souffrent de l'absence de médecins. Eh ben, il n'y a plus personne du côté du RN pour essayer. Je ne dis pas que ça va marcher. Je n'ai pas la certitude. Je suis convaincu qu'on n'a pas creusé pour faire en sorte que des médecins soient accessibles partout sur le territoire. Mais j'ai l'impression... Le RN, vous voyez, dans un double discours permanent,
le pouvoir d'achat, la question sociale d'un côté, mais pas de réponse effective quand il s'agit de légiférer. Mais pour le social-démocrate que vous êtes, Jérôme Guedj, j'ai l'impression que l'ennemi politique numéro 1, c'est Marine Le Pen. Mais est-ce que c'est vraiment Marine Le Pen ou est-ce que c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que Marine Le Pen est pour vous plus dangereuse que Jean-Luc Mélenchon ? À ma connaissance, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas 37% dans les intentions de vote. Voilà. Mais quand bien même, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est plus dangereuse que Jean-Luc Mélenchon pour le pays ? Parce que c'est le narratif politique que vous venez de nous présenter. Ah non, le narratif politique, c'est je combats l'extrême droite matin, midi et soir. J'ai des désaccords majeurs avec Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait ici. La rupture, elle est consommée. Mais je ne l'aimais pas. Vous venez de répondre. Vous venez de répondre. Ça veut dire que Marine Le Pen, pour vous, est plus dangereuse que Jean-Luc Mélenchon. En tous les cas, je combattrai jusqu'au dernier souffle Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, je souhaite qu'il ne soit pas en condition d'être candidat au deuxième tour d'une élection présidentielle. Voilà. Les choses auraient pu se passer différemment. Marine Le Pen, avec 37% d'intention de vote et 11 millions d'électeurs qui ont fait confiance à son parti en juin 2024, est plus dangereuse que Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai l'impression qu'au sein de ce nouveau Front populaire qui a été bâti avec les socialistes et la France insoumise, finalement, il y a encore des liens qui sont bien là. Je ne crois pas que ces liens subsistent. Je vais vous dire une chose pour être clair. Je ne mets pas de signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je ne mets pas de signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Pourquoi ? Il s'avère que je combats Marine Le Pen. J'ai été associé, allié avec Jean-Luc Mélenchon. Je me suis trompé. Je reconnais l'erreur que j'ai commise en 2022 de croire qu'il pouvait incarner un point de rassemblement à l'intérieur de la gauche. Au moment de la NUPES, j'ai été, et je le reconnais, je l'assume, un des artisans de ce rassemblement de la gauche et des écologistes, convaincus qu'il pouvait permettre de faire en sorte que chacun s'oblige mutuellement dans cette coalition. Vous pensiez qu'il pouvait changer ? Je pensais qu'il pouvait changer. Ou en tous les cas, je ne pouvais pas anticiper la dérive qui a été celle-là. Vous pouvez me dire... Elle était déjà commencée, non ? Je peux me verser des tombereaux de cendres sur les épaules ou sur la tête. Je l'assume. Je me suis trompé. C'est pas très souvent qu'un politique vous dit « Je me suis trompé dans un choix stratégique que j'ai fait à un moment donné ». Donc, pour être clair, je ne souhaite qu'il n'y ait plus d'accord électoral, programmatique avec la France insoumise. Je l'ai incarné moi-même. J'ai été candidat aux élections législatives dans ma circonscription en juillet 2024, après la dissolution, en refusant d'être dans le nouveau Front populaire et en refusant la France insoumise. J'ai été soutenu par le PC, par les Verts, par les socialistes. C'est donc possible de le faire et je souhaite demain que ce soit l'orientation des socialistes dans les élections municipales comme dans les élections nationales, législatives ou présidentielles. Mais je ne me trompe pas d'adversaire, ça demeure et avant tout le Rassemblement national, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. C'est très clair et vous l'avez dit ce matin au Grand Rendez-vous qui revient dans un instant avec Jérôme Guedj. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Cette semaine, Jordan Bardella et Marion Maréchal ont été invités en Israël pour une grande conférence sur l'antisémitisme. Hier, Arnaud Klarsfeld sur CNews venait affirmer que son père, Serge Klarsfeld, avait reçu des menaces de mort, notamment après ses propos. Souvenez-vous, qui sont allés dédouaner le RN d'être un parti antisémite, que le Rassemblement national devienne un rempart contre l'antisémitisme aujourd'hui. Cela vous inspire quoi, Jérôme Guedj ? Une forme de dépit, parce que j'ai fait de la politique sur le temps long. Et je n'oublie pas que le Rassemblement national est l'héritier du Front national qui s'est construit, c'est même terrible de devoir rappeler cette évidence-là, qui s'est construit sur un fond antisémite notoire. Voilà. Donc vous ne laissez pas la chance au RN d'être le RN et non plus l'héritier du FN. D'abord, il ne vous a pas échappé que le RN s'inscrit dans la filiation du Front national. Il y a eu une rupture quand même. La rupture m'est apparue légère quand le RN fête les 50 ans de la création du Front national et participe justement de cette histoire continue. Légère quand Marine Le Pen va jusqu'à exclure son père du parti. C'est un acte léger. Vous voyez, c'est une ambivalence dans le positionnement. Et je tenais à rappeler le fondement historique. Et puis après, il y a les faits. Voilà. Si votre question est de dire est-ce que le RN ripolliné est le meilleur rempart contre l'antisémitisme, souffrez là aussi que j'en doute. Il y a encore un fond antisémite au RN ?
Vous savez, j'anticipais votre question et donc je suis venu avec un pense-bête. Joseph Martin, candidat du Rassemblement national en 2024, le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Louis-Joseph Péché, candidat du Rassemblement national. Il se réjouissait de la mort de Forisson, vous savez? Juif qui parle, bouche qui ment. Frédéric Bocaliti, candidat RN et élu député, propriétaire d'une librairie négationniste, je crois que c'était Est-ce que vous voulez qu'on ressorte donc, les tweets de Mme Hassan, par exemple, sur Israël? Je sais que vous le faites. Est-ce que l'antisémitisme n'est pas représenté aujourd'hui par LFI? Mais je l'ai dit moi-même, donc je n'ai pas d'hésitation à le dire. Vous savez quoi? L'antisémitisme, le drame de l'antisémitisme, c'est qu'il le parti antisémite aujourd'hui en France, c'est LFI. L'antisémitisme, il est partout. Dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Chez les pauvres comme chez les très aisés. À gauche comme à droite et au centre. L'antisémitisme, c'est dramatique. Vous diriez qu'il y en a au PS de l'antisémitisme? Je vais vous dire, j'ai croisé des antisémites sur tous les bancs politiques. C'est un mal, c'est un cancer qui ronge l'ensemble de la société, qui se nourrit sur des préjugés, sur des stéréotypes qui existent malheureusement partout. Maintenant, au Rassemblement national, la différence, c'est qu'il a été, je le redis, consubstantiel. Et je n'élude pas la question. Une partie de la gauche s'est fourvoyée à nouveau dans l'antisémitisme. Je dis à nouveau parce qu'une partie de la gauche s'est construite aussi historiquement sur un rapport ambigu à la question. Et là, vous parlez de quelle gauche, Jérôme Guedj? Nommons les choses. Mais je nomme les choses. Je l'ai écrit. Il y a des positions au relent antisémite qui sont portées par des responsables de la France insoumise. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour réenfoncer le clou, mais à chaque fois qu'on me le demande, oui, j'ai considéré que Jean-Luc Mélenchon, le 7 avril dernier 2024, quand il a pris son blog et qu'il a écrit parlant de moi, avec qui il a milité pendant 20 ans, qu'il expliquait mes positions sur le conflit israélo-palestinien, parce que je baignais dans un milieu de fanatisme et qu'il était amusant de me voir s'agiter autour du piquet où me retiendrait la laisse de mes adhésions. Il s'en prenait à votre judaïsme de gauche, reniait à votre milieu de fanatisme et à la laisse de vos adhésions. Et donc, j'ai immédiatement réagi en disant, il a souhaité, à travers ces phrases ciselées, rédigées par écrit, c'est pas un effet de tribune et un emportement, et ça ne l'exonérera pas dans cette situation. Il a donc souhaité, me connaissant, et sachant que je le connais, il a souhaité que je sois sur les différents plateaux à dire le drame, oui, Jean-Luc Mélenchon, délibérément, transgresse les lignes rouges de ce qui doit nous séparer. Et le 8 mars dernier, vous avez été sorti d'une manifestation pour le droit des femmes, vous avez été traité de fasciste, vous avez été traité de sioniste, vous n'avez pas été traité de fasciste et de sioniste par des représentants du Rassemblement national. Ce serait quand même assez cocasse de la part du Rassemblement national, mais ce n'est pas parce que j'identifie un adversaire qui est le Rassemblement national, que je rappelle sa filiation, notamment antisémite, que j'exonère. J'ai une question tout simple. À quelles conditions pourriez-vous considérer que l'amendement historique du RN sur la question de l'antisémitisme est sérieux? Par exemple, quand vous regardez Fabien Roussel aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme l'héritier de Staline, à moins que ce ne soit le cas. Mais pourtant, c'est votre allié. À quelles conditions pourriez-vous dire Jordan Bardella, qui manifestement n'a jamais eu le début d'un quart de huitième de déclaration antisémite, Marion Maréchal, qui s'est rendu à Yad Vashem, Bardella aussi, à quel moment vous pourriez dire « d'accord, je les crois » vous voyez, quand j'ai à moins qu'il y ait une forme de culpabilité héréditaire. Je ne sais pas s'il y a une culpabilité héréditaire, mais quand je vois les entourages, quand je vois les proximités avec des groupes ou des groupuscules politiques qui ne ménagent pas leur stigmatisation des Juifs aussi, je me dis qu'il y a une forme d'ambiguïté, à minima, de complaisance, qui demeure suspecte. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Dans le combat contre l'antisémitisme, je prends tout le monde, parce que ça doit être lié à notre universalisme républicain et à la nécessité de mettre les digues nécessaires. Et donc, j'essaye en permanence de convaincre et d'être sensible au bouger que mes interlocuteurs peuvent faire. Mais il y a une confiance qui doit s'établir. Il ne peut pas y avoir de double discours. Le gouvernement israélien a cette confiance aujourd'hui. Mais c'est là que c'est aussi désastreux. On ne les suspectera pas d'antisémitisme. Non, on ne va pas les suspecter, mais il y a une internationale réactionnaire. Je combats le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui est un gouvernement allié à l'extrême droite. Donc je suis cohérent. L'extrême droite en Israël, qui est incarné par Smotrich ou par Ben Gvir, qui est au gouvernement, qui est ouvertement raciste, suprémaciste, je les combats de la même manière que je les combattrai ici en France. Et quand je le vois... Et de la même manière que vous combattez le Hamas et le Hezbollah.
Bah, évidemment. Oui, non mais évidemment, ça vous... Non, ça, mais je ça a le mérite d'être dit. Enfin, attendez. Non, mais ma question en réalité, c'était, je comprends très bien que vous ayez comment dirais-je, des combats et des convictions, et notamment envers Benyamin Netanyahou, mais ma question, c'est est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le moment de combattre Benyamin Netanyahou dans la position dans laquelle Israël est en ce moment, où les otages n'ont pas tous été libérés? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire d'abord pour ensuite éventuellement parler de la situation politique en interne? C'est une question candide. Hein. Les centaines de milliers d'Israéliens qui manifestaient encore ce week-end, ils expriment leur réprobation de leur gouvernement. Et c'est parfaitement légitime. Moi, je suis, pour que les choses soient bien claires, évidemment un soutien au droit à l'existence de l'État d'Israël. Je suis un soutien à l'existence d'un État palestinien. Et dans les deux cas d'entité démocratique, c'est le cas d'Israël aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de l'autorité palestinienne et évidemment du Hamas. Mais je combats partout les adversaires de la paix. Et je considère aujourd'hui, comme des centaines de milliers de démocrates israéliens, que Benyamin Netanyahou n'est pas le bon dirigeant au bon moment. Voilà, qu'il devra, le moment venu, passer par une commission d'enquête. Il a fait son mea culpa sur le manque de sécurité le 7 octobre 2000. Mais vous savez quoi? Le meilleur mea culpa qu'il pourrait faire, en s'inspirant de ses illustres prédécesseurs, après le 6 octobre 1973, quand il y a la guerre du Kippour et l'échec du renseignement israélien, de l'armée israélienne, Golda Meir, voilà, elle convoque elle-même une commission d'enquête de haut niveau à l'intérieur de l'État, et quelques mois après, elle quitte le pouvoir en assumant ses responsabilités. Je pense que elle devrait être source d'inspiration pour il y avait une course contre la montre pour les otages, là, dernièrement, en 2023. Donc, il y avait une situation qui n'était pas exactement la même. Oui, mais vous savez, moi, je suis en contact régulier avec le forum L'histoire n'est jamais la même. Avec le forum des otages. Et vous avez des Israéliens eux-mêmes qui vous disent que cette stratégie-là n'a pas porté ses fruits. Que les otages sont libérés au compte-gouttes, que malheureusement certains ont été tués. Et vous pouvez donner le crédit à Benyamin Netanyahou qu'il a fait ce qu'il a pu. Non, écoutez, si votre question est de me demander est-ce que je donne crédit à Benyamin Netanyahou, la réponse est non. Voilà, la réponse est non, parce que les otages n'ont pas été libérés et une guerre terrible a été engagée. Une partie des otages a été libérée. Je sais bien, pas l'intégralité. Je sais bien. Il doit partir. Mais la situation. Il doit partir. Je pense que d'abord, on a le sentiment qu'une partie de ce qu'il fait aujourd'hui est pour échapper, on revient aux politiques face à la justice, pour échapper aux procédures judiciaires qui étaient engagées contre lui. Je me méfie, parce que je suis là aussi trop attaché à l'état de droit et à cette magnifique démocratie qu'est Israël, de voir la dérive illibérale de celle-ci. C'était déjà le cas il y a 1 an et demi avec la réforme de la justice qui était envisagée. Aujourd'hui, avec le limogeage du patron du Shin Bet ou de la procureure générale, on voit bien qu'on a une forme de trumpisation de l'État d'Israël qui m'inquiète. Et je le dis aussi, on a une guerre terrible, des dizaines de milliers de victimes parmi les Palestiniens. Moi, je combatte le Hamas sans aucune hésitation. Avoir des morts civils palestiniens dans ce nombre délirant, c'est une meurtrissure. C'est une meurtrissure absolue. Et donc, quand on est dans une impasse de cette nature, à un moment donné, il faut en tirer les conséquences. Le grand rendez-vous continue dans quelques instants avec Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj. Ici même à votre place, Jérôme Guedj, dimanche dernier, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, disait qu'elle n'avait aucune pudeur à constater que oui, il y a en France un racisme anti-blanc. Et vous ? Assurément, il y a dans des cours de récréation ou dans des rues, il peut y avoir des injures de type sale blanc, etc. Ça existe, incontestablement. Sale guerre, sale français. Ça peut exister incontestablement. Le problème que j'ai avec l'usage de cette formule, c'est qu'elle met sur un niveau équivalent avec toutes les autres formes de racisme et de discrimination. Pour être très clair, il y a aujourd'hui des discriminations à l'embauche, des discriminations pour avoir un logement qui frappe les Français d'origine étrangère. Et jamais les Blancs. J'ai rarement entendu des gens se faire refuser un logement parce qu'ils étaient blancs ou se faire refuser un emploi parce qu'ils étaient blancs. Et donc, vous comprenez juste que je ne voudrais pas qu'on
on relativise l'un en focalisant sur l'autre. Donc, Sophie Primas, moi, toutes les formes de discrimination qui existent... Elle a dit une bêtise, alors, la porte-parole du gouvernement, la semaine dernière, sur ce plateau. Mais vous pourriez aussi mentionner Fabien Roussel, qui a utilisé cette formule. Ben mentionnons-le. Et qui s'est Il a dit une bêtise lui aussi. Et qui s'est fait... Non, mais... Emmanuel Valls, qui a déclaré le lendemain que oui, il y avait un racisme anti-blanc. Mais je vous redis que il y a des discriminations à tous les étages. Je parle pas de discrimination. Et il y a du racisme. Le mot racisme. Mais je ne vais pas vous dire le contraire. Cette insulte, cette injure-là, elle peut exister. Elle a été entendue. Elle existe surtout pas. Elle peut exister. Elle existe. Elle existe, mais... La haine raciale, c'est du racisme, non? Mais évidemment. Je dis juste que en le mettant avec cette loupe, comme vous le faites à l'instant, ça donne l'impression de relativiser, de minorer l'ampleur du racisme qui existe dans ce pays, malheureusement. Je vous disais que l'antisémitisme était très répandu, et le racisme, il est aussi très répandu. Et quand il se traduit par des discriminations raciales, c'est-à-dire le refus d'un bien ou d'un service à raison de la couleur de la peau, à raison de la religion, à raison de l'origine étrangère réelle ou supposée, ben on abîme le pacte républicain. Voilà. Et ça existe, ces discriminations. Vous avez... je crois, 17 fois plus de chances d'être contrôlé par la police si vous êtes noir ou arabe à la gare du Nord à Paris que si vous êtes blanc. C'est facteur de discrimination, incontestablement. Et donc, je ne voudrais pas que, en reconnaissant le fait qu'il peut y avoir de la stigmatisation, des injures raciales, y compris contre des blancs, voilà, parce que la connerie du racisme, pardonnez-moi l'expression, eh ben, elle est répandue de partout. Et que je comprends, n'en est exonéré. Donc voilà. Imaginons que quelqu'un dise sale arabe. Vous diriez c'est du racisme anti-arabe. Oui. Quelqu'un dit sale blanc. Eh ben, c'est du racisme anti-blanc. Je viens de vous le dire, c'est du racisme anti-blanc. Voilà. D'accord. Je ne conteste pas. En quoi c'est relativisé quoi que ce soit de leur collègue? Non, mais je dis juste que ce qui mine considérablement de notre société aujourd'hui, c'est l'ampleur des discriminations raciales qui frappent les personnes d'origine étrangère dans notre pays. Enfin, il faut quand même... Mais vous êtes conscient du contexte de ce débat, c'est Crépol. Le contexte de débat, c'est Crépol. Le retour sur Crépol. Pour exonérer toutes les autres formes de racisme. Et que donc, je le redis, le meilleur moyen de combattre le racisme, c'est l'universalisme. C'est le refus de la concurrence victimaire. C'est pas les blancs qui défendent les blancs, c'est pas les noirs qui défendent les noirs, c'est pas les arabes qui défendent les arabes. Et s'agissant de l'antisémitisme, c'est pas les juifs qui défendent les juifs. Si chacun est tout seul dans son coin pour se battre face aux discriminations, au racisme et à l'antisémitisme, alors on aura perdu tous collectivement. Et donc oui, moi je suis nostalgique et attaché à ce beau principe d'universalisme républicain qui fait que à chaque fois que quelqu'un est stigmatisé, essentialisé à raison de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau, c'est l'ensemble de la communauté nationale qui est menacée. Et surtout, et c'est ça que je combats, ça invite chacun à s'enfermer dans sa propre pseudo-communauté. Voilà. Moi, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Je combats toutes les formes de communautarisme. Et donc, quand on s'enferme dans une logique... C'est une utopie qui n'existe plus, la communauté nationale, Jérôme Guedj. Je suis comme vous je ne suis pas d'accord avec vous. Beaucoup. Ah oui, alors... C'est le sens de mon engagement politique. Alors, je reprends juste... C'est le sens de mon engagement politique, l'universalisme républicain. Les marches contre l'antisémitisme, est-ce que vous avez beaucoup de musulmans qui participent, par exemple, aux marches contre l'antisémitisme aujourd'hui en France ? Eh bien, fort heureusement, à chaque fois qu'il y a des actes antisémites, et je suis heureux d'avoir à mes côtés des gens dont je ne compte pas de savoir s'ils sont musulmans, s'ils sont noirs, etc. Vous avez raison. On a pu parfois se sortir seuls, les uns et les autres, dans des combats, mais de la même manière que... Mais c'est pas grave, après... on a une communauté nationale, c'est ce que vous dites. Non, mais je me bats pour qu'elle subsiste, pour que ce beau projet républicain puisse continuer à être vivant. Oui, le communautarisme s'est renforcé, assurément. Faute de combattants pour défendre l'universalisme. C'est la raison de ce que je défends aujourd'hui à l'intérieur de la gauche. La gauche républicaine, elle peut reprendre le leadership à l'intérieur de la gauche si elle assume ses fondamentaux. Eh bien justement, est-ce que la gauche peut reprendre les territoires perdus de la République, comme l'écrivait Georges Bensoussan ? Je m'explique sur justement la notion du racisme anti-blanc. Si on part du principe que ce racisme anti-blanc existe dans quelques pâtés de maison, quelques cités, quelques barres d'immeubles, où effectivement il est difficile d'être blanc et on se fait traiter de sale guerre, de sale français, de sale blanc. Qu'est-ce que fait la gauche républicaine que vous représentez ? Que font les sociodémocrates ? Quelle est la méthode pour arrêter ce racisme anti-blanc, ne serait-ce que dans ces quartiers-là qui sont les territoires perdus de la République ? Mais d'abord, la première chose, pardon d'insister, mais je vois votre focalisation sur
je ne voudrais pas qu'on sorte cette émission en disant que le mal français, ce qui ronge notre société, c'est le racisme anti-blanc. Enfin, un peu d'objectivité, pardon de vous le dire. C'est une partie des mots, mais ils sont les uns à côté encore des une fois, autres. je ne le conteste pas. Mais dans le même temps, l'ampleur des discriminations raciales dans notre pays ne peut pas être minorée. Mais est-ce que vous voulez bien me répondre sur mon exemple? Eh bien, sur votre exemple, c'est d'abord de faire front commun ensemble et de ne pas dire d'un côté c'est les Blancs qui défendent les Blancs, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, et chacun dans son couloir victimaire, essentialisé. Donc c'est le contraire de la communauté nationale. Vous arrivez devant ce genre de quartier avec un mégaphone et vous dites c'est la communauté nationale, mettons-nous tous ensemble pour non, que... mais après c'est l'intransigeance judiciaire, parce que le racisme, quel qu'il soit, il est pénalement répréhensible, et puis après on s'attaque à la racine de ces mots. Qu'est-ce qui fait en partie les difficultés? Pas toujours. Qu'est-ce qui fait l'ampleur des difficultés? L'absence de mixité sociale dans les quartiers que vous présentez tout à l'heure. C'est l'échec collectif de ce qu'on appelle la politique de la ville. Ça peut être l'échec d'une partie de notre politique d'immigration, ou plutôt de notre politique d'intégration. Donc tous ces sujets, moi je les regarde lucidement. Mais vous moi, je suis un que patriote républicain qui regarde les difficultés de ce pays et qui pense que les réponses, c'est des réponses républicaines. C'est pas des réponses de repli sur soi, ni de stigmatisation, ni d'exclusion. Donc pour être très clair avec vous, c'est pas les réponses de l'extrême droite et c'est pas les réponses d'un différentialiste multiculturel relativiste qui me vont. Ouais. J'essaye de me tenir à ce chemin de crête. Permettez-moi de vous donner un exemple très concret. La question républicaine vont ensemble. En attendant, permettez-moi de vous donner un exemple très concret. Sarcelles. Là, il y avait une importante communauté juive. Prends un exemple dans l'Essonne. Non, mais je crois que c'est assez important. Et on constate qu'aujourd'hui, cette communauté est plutôt absente. Elle a été soit chassée, soit elle a fui. Et Manuel Valls, cette semaine, dit l'antisémitisme aujourd'hui a une dimension islamiste. Il va même plus loin, il dit, je crois, ça provient du monde arabo-musulman, de mémoire, mais il dit une dimension islamiste. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui frappe en France aujourd'hui est davantage marqué dans certaines communautés que d'autres? Est-ce que c'est une affirmation qui vous semble légitime? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme, il est transversal. D'accord, mais est-ce qu'il est un peu plus présent, par exemple? Et donc, il est présent dans tous les compartiments de la société. Il est aussi présent, si c'est votre question, dans le monde arabo-musulman. Aussi ou un peu plus, hélas. Non, mais vous rendez compte, depuis tout à l'heure, vous voulez faire un exercice de sociologie. Non, un exercice de sociologie honnête. Et vous voulez me faire dire et désigner dans un amalgame gigantesque. J'ai pas fait ça. Dire, voilà, je le redis. J'ai cité le ministre de l'Outre-mer. Il y a de l'antisémitisme partout dans la société et il y a du racisme partout dans la société. Et donc, je voudrais qu'on ait la même exigence. Ah, si je vous demandais, est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a du racisme anti-maghrébin ou anti-noir dans le 16e arrondissement? Est-ce que vous pouvez me le certifier, me l'affirmer? Hélas, oui, et comme il y en a partout. Voilà. Et donc moi, je m'évertue matin, midi et soir à ne pas opposer des segments de la société les uns contre les autres. Et en même temps, je ne suis pas dans le déni. Je vais vous dire sincèrement... La lutte contre l'antisémitisme, c'est un peu une question de lutte contre l'islamisme aujourd'hui. Incontestablement. Et mon combat contre l'islamisme, il est intransigeant. Il est à chaque instant. Parce que l'islamisme a tué dans notre pays. Parce que l'islamisme... Il est partagé par toute la gauche, ce combat contre l'islamisme? En tous les cas, la gauche républicaine, dont je considère qu'elle a dans l'ADN cette dimension du refus d'abord de l'ingérence religieuse, c'est le beau principe de laïcité, voilà. Elle doit revenir à ses fondamentaux, incontestablement. Mais elle doit le faire avec le discernement nécessaire. Le combat contre l'islamisme, contre cette extrême droite religieuse qu'est l'islamisme, ne doit pas se faire en stigmatisant l'ensemble de nos concitoyens de confession musulmane. Et je serai là aussi vent debout quand j'entends des responsables politiques qui vous expliquent que l'islam est incompatible avec la République. Je refuse absolument cette fuite en avant et ce délire séparatiste dans notre pays. Mais je suis j'en connais. Ils sont assez peu nombreux aujourd'hui à dire votre formule, l'islam est incompatible avec la République. Mais plus concrètement, si on dit la présence massive du voile est incompatible avec la culture française, seriez-vous d'accord? Dans la culture française et dans l'identité française, c'est le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État. Il y a un principe essentiel, il faut s'y tenir mordicus. C'est la liberté de croire et de ne pas croire sans pression. Le vrai problème, il est sur la pression.
Il n'est pas sur Il la est pas- liberté de croire ou de ne pas croire. Non, mais la présence du voile C'est dans l'espace mentionné. public, ça témoigne de C'est changement de écrit sans culture. pression dans la loi. Oui, c'est l'article 31. D'ailleurs, qu'on ferait mieux d'utiliser, qu'on devrait plus et Faites mieux bien de le utiliser. rappeler, sans pression. Oui, mais et d'ailleurs, c'est un délit qui est réprimé. Je vais l'illustrer par un exemple et vous allez comprendre quelle est ma position sur le sans pression, s'agissant du voile. Si, dans la rue, quelqu'un qui serait, peut-être comme vous, je ne sais pas, mais au regard de votre question, je peux le deviner, outré ou interpellé par la présence massive de jeunes filles voilées. Et donc, si quelqu'un voit une jeune fille et lui dit « pas de ça chez moi, c'est pas la France, C'est pas de ça dont enlève on ton parle. voile ». Non, mais attendez, je vous prends cet exemple-là, 69% laissez-moi des terminer. Français, La cour- 69% des Français Je peux terminer mon sont pour raisonnement. ça. Eh bien, faut dire aux Français que c'est contradictoire avec leur identité républicaine. Donc vous dites ça à 69% des Mais Français. oui, mais ça m'arrive parfois d'être Très bien. en contradiction avec La grande majorité du la pays. grande majorité qui se fourvoie. Et laissez-moi juste terminer le raisonnement. Si on dit à une jeune fille, pas de ça chez nous, enlève ça, ne mets pas ton voile, c'est une atteinte à la laïcité, c'est une pression et c'est un délit pénal sanctionné par l'article 31 de la loi de 1905. Dans le même temps, si quelqu'un dit à une jeune fille qui ne porte pas le voile, tu es une couffard, tu es une mécréante, tu dois mettre le voile pour respecter la religion, c'est une atteinte à la laïcité. Et voyez-moi cette conception de la laïcité que j'ai, laissez-moi terminer, c'est ça, c'est une loi qui protège celui qui croit comme celui qui ne J'entends, croit mais pas sur le plan pression. démographique, une France qui serait de plus en plus voilée, c'est une tendance démographique qu'on peut reconnaître sur une trentaine d'années. Est-ce que ce sera encore la culture française? Écoutez, cette culture-là, cette identité française, elle se construira de l'apport de chacun et de chacune. Je vais vous répondre à la question que vous ne posez pas. Il y a donc, par la laïcité, la liberté dans l'espace public de porter des signes religieux marquant l'appartenance à une foi. Ça, c'est une liberté qu'il faut respecter. Maintenant, si vous me posez la question, je suis féministe aussi, je considère que toutes les religions invisibilise, stigmatise, relativise la place des femmes. Et donc, le voile comme symbole de l'invisibilisation, de relégation des femmes, c'est pas ma tasse de thé. Mais je préfère mener une bataille culturelle, une bataille pédagogique, une bataille de sensibilisation plutôt que d'être dans l'interdiction. Personne ne parle d'interdiction en ce moment. Attendez, c'est pas la question que je vous posais. Le sondage dont vous me parlez, si, le dit sondage, que les Français sont pour l'interdiction du port du voile. On va devoir marquer une pause, malheureusement. Je vais être extrêmement clair. Une interdiction générale et absolue, c'est contraire à la loi de 1905, notre talisman qui est un garant de la concorde nationale. Mais est-ce qu'inversement, les crèches, par exemple, dans certains espaces publics, est-ce que c'est sur le même plan ? Si les crèches, et c'est là qu'il y a le discernement du juge administratif, si la crèche est perçue comme un signe religieux dans l'espace public, mais ce n'est pas la jurisprudence du Conseil d'État. Et vous, Jérôme Gage, vous mettez ça sur le même plan ? Le voile dans la rue et les crèches dans certains espaces publics ? Ce que je pourrais mettre dans le même plan, c'est des personnes qui se promènent dans la rue avec des signes religieux, avec une grande croix ou avec une kippa. Ceux-là, ils doivent pouvoir marcher dans la rue avec leur grosse croix en soutane ou en tenue de religieuse, avec une kippa. Et la présence massive des grandes croix dans l'espace public comme la présence massive du voile. Bien. Vous voyez les deux. Chers amis, on revient dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous. Retour sur le plateau et dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Jérôme Gage, député PS de l'Essonne. Vous avez eu cette phrase cette semaine, Jérôme Gage, on ne peut pas avoir été Charlie et ne pas être Sansal. Je suis Boualem Sansal. C'est une phrase pour tout le monde, pour que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation. C'est aussi un tacle aux insoumis. Peut-être. En tous les cas, moi, j'ai pas un gramme d'hésitation. Dès son incarcération, j'ai répondu à l'appel dans le point de Kamel Daoud, j'étais au Théâtre Libre, j'étais à la manifestation il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale. Contrairement aux insoumis. C'est une erreur. C'est une erreur parce que... Mais c'est grave ou c'est pas grave ? Parce que vous avez l'impression que vous baillez ça d'un revers de la main. Non, je ne balais pas d'un revers de la main, mais je veux dire, c'est aussi révélateur d'une gêne aux entournures. La liberté d'expression, voilà. A fortiori pour un personnage voltairien comme Boualem Sansal, je vais dire c'est sacré. C'est un peu contradictoire pour le secrétaire national à la laïcité du PS que je suis. Vous pouvez, on vous découvre, Jérôme Gage. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec être Charlie. On peut ne pas aimer les caricatures de Charlie, comme on ne peut ne pas aimer certaines des positions de Boualem Sansal. Mais sa condamnation, son incarcération d'abord, sa condamnation pour les motifs d'atteinte à la sécurité nationale, c'est tout simplement fait pour museler une voix
qui critique le gouvernement algérien, qui est pas tendre parfois avec les gouvernements français. Bref, c'est la liberté d'expression. Et ça, si on commence à relativiser, on est foutu. C'est quoi la bonne méthode pour obtenir la libération de Boualem Sansal? Est-ce qu'il faut un rapport de force avec l'Algérie ou est-ce qu'il faut privilégier la diplomatie? La méthode Barrot, la méthode Retailleau. Je préfère la diplomatie. Parce que je pense que qui n'a pas produit beaucoup d'effets pour le moment. Exciter les passions, mettre dans le corner, comme on dit sur un ring de boxe, et obliger l'autre à des postures, ce ne sera pas la bonne solution. Donc là, j'espère que Boualem Sansal va être gracié dans les heures ou dans les jours qui viennent, parce qu'il faut le libérer. Ce sera une victoire pour tous ceux qui demandent depuis des mois sa libération. Les États sont souverains. Donc les relations diplomatiques sont faites aussi de rapports de force, mais qu'on les fasse avec parfois la subtilité et la discrétion nécessaires, plutôt que s'enfermer là aussi dans des positions irréconciliables. Voilà. Mais que veut dire s'enfermer dans des positions irréconciliables? J'essaie de comprendre. Dire libérer Boualem Sansal, un régime qui enferme un écrivain est une dictature, pour vous c'est de l'irréconciliable? Non, mais je le dis sans aucun état d'âme. Ce à quoi je faisais référence, c'était l'espèce de surenchère qui consiste à dire qu'on va être la fameuse riposte graduée. Voilà. Oui, Retailleau, la méthode Retailleau. Voilà. La ligne de Retailleau, c'est pour ça que je préfère celle du ministre des Affaires étrangères, celle de Barrot, parce que la ligne de Retailleau, elle s'arrête où? Voilà. Quand on parle de riposte graduée, si votre interlocuteur... Jusqu'à la dénonciation des accords de 68, c'est ce qui a été dit même par le Premier ministre. Oui, mais et après? Et après, qui a été... L'inverse a été dit par le président de la République. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les accords de 68, si vous les dénoncez, tout le monde en est parfaitement conscient aujourd'hui, on revient aux articles, aux accords d'Évian de 62, qui sont ceux de la libre circulation. Donc, tout le monde a compris que c'était pas son option. Non, c'est la suspension des visas. Dispositif. Mais encore une fois, qu'il y ait des relations d'État à État, qu'il y ait des mesures sur les visas, pourquoi pas, même si on sait qu'elles peuvent être contournées par d'autres pays dans l'espace Schengen aujourd'hui. Donc, qu'il y ait des relations d'État à État. La relation franco-algérienne, elle a été... c'est le président Boumedienne qui disait à l'époque les relations, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne sont jamais banales. Au regard de l'histoire imbriquée avec ces moments dramatiques et avec ces moments La diplomatie, ça ne marche pas avec l'Algérie. Tous les exemples qu'on a depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il a tendu la main, ça... Et donc... Ça n'a touché sur rien. Quelle est la suite de ce que vous proposez? C'est la rupture des relations? Non, mais la grande question, et c'est Mathieu qui l'a dit tout à l'heure un peu en filigrane, c'est est-ce que si on met la pédale douce sur Boualem Sansal, est-ce qu'on arrivera à revenir avec un arsenal sur l'immigration juste après? Est-ce qu'on peut... La discussion doit avoir lieu. Enfin, il ne vous a pas échappé que tout s'est tendu dans la relation franco-algérienne parce qu'il y a une prise de position de la France s'agissant de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui a mis le feu aux poudres, pardonnez-moi l'expression. C'est un choix de diplomatie du président de la République avec des relations heurtées. Des relations heurtées entre pays, ça existe. La particularité, c'est qu'il y a une relation historique avec l'Algérie. Il y a 900 000 Algériens qui vivent en France. Il y a une histoire commune, je le redis, qui nécessite d'avoir ce discernement et de ne pas être dans la surenchère. Voilà. Jérôme Gade, j'ai une petite musique qui monte, c'est celle de la censure du gouvernement. Censure qui a beau avoir des conséquences catastrophiques, en particulier financières, mais il n'empêche, c'est un outil démocratique, il existe. Lors de l'enterrement d'un retour de l'âge du départ à la retraite à 62 ans par François Bayrou, on a entendu Olivier Faure menacer à nouveau. Marine Le Pen, jeudi dernier, a aussi fait part de son exaspération. 100 jours de gouvernement, c'est 100 jours de rien, a surenchéri sur Europe 1 et sur CNews Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que l'impensable pourrait arriver, c'est-à-dire une censure qui prendrait les allures du crime d'Orient Express? Je rappelle, le crime d'Orient Express, la fin, c'est que tout le monde y va de son coup de couteau. Et donc là, PS, RN et LFI, ensemble, censurer François Bayrou, c'est possible, ça? Il faut revenir sur l'origine. Est-ce que c'est souhaitable? Ce qui est souhaitable, c'est que la question des retraites débouche sur une évolution. Moi, j'ai été un des négociateurs de la non-censure. Je l'assume, je n'ai pas la non-censure honteuse, comme je n'avais pas la négociation honteuse. L'accord que nous avons passé était d'améliorer le budget, ce que nous avons fait tant bien que mal. Pas le budget idéal, mais il est moins pire que celui de Michel Barnier. Et surtout, c'était de rouvrir un dossier qui était enterré, qui était celui de la question des retraites. Voilà. Avec la réunion de ce mal nommé conclave. Aussi longtemps que ce conclave se réunit et qu'il débat
du système de retraite et conséquemment dit en creux que la réforme de 2023 n'est pas satisfaisante, qu'il s'agisse de l'âge légal, mais qu'il s'agisse de la retraite des femmes, qu'il s'agisse des carrières longues, qu'il s'agisse de la prise en compte de la pénibilité. Donc aussi longtemps que la discussion perdure, et elle continue, la CFDT est autour de la table, le patronat est autour de la table, alors il faut laisser ce conclave travailler et formuler des propositions avec l'engagement qu'a pris François Bayrou, qui est que le dernier mot sera au Parlement. Et donc, je le dis avec beaucoup de solennité, un Premier ministre dont la survie, dès le début, était indexée au fait d'ouvrir ce débat sur les retraites, il ne peut pas le fermer et le balayer d'un revers de la main. Donc, c'est moins ceux que vous avez mentionnés que le Premier ministre qui serait responsable d'une censure si d'aventure lui-même, comme il l'a fait là. Donc ça veut dire qu'il y a cette possibilité. Attendez, on est dans du rapport de force. Évidemment que évidemment qu'elle existe. Et cette option reste sur la table. Elle n'a pas ma préférence. Je vous le dis, elle n'a pas ma préférence. Mais elle a une préférence chez d'autres que vous connaissez. Alors, dans quelques mois, en fait 3 mois, le congrès du Parti socialiste. Alors, la question vous semblera un peu étrange, mais est-ce que le Parti socialiste peut encore être le point central, le point de convergence à gauche? Oui. Oui, 1000 fois oui. Qu'est-ce qui vous laisse croire, vu les circonstances actuelles, qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est possible? Le fait que le travail parlementaire mené à l'Assemblée nationale et au Sénat par les socialistes qui sont capables de montrer que même en situation d'adversité, on peut aller arracher des victoires, construire du rapport de force et déboucher sur du compromis qui n'est pas un gros mot en politique. Le réarmement idéologique du Parti socialiste. On va le dire les choses franchement, nous avons pendant des années perdu la bataille culturelle et c'est la France insoumise qui a envahi l'espace politique avec ses propositions de radicalité. Moi j'assume. Je pense que nous pouvons être authentiquement de gauche, de placer la question sociale, la question de l'écoute des catégories populaires, de réponse à leurs aspirations, et en même temps être très républicain. Voilà. Ça, tous les partis politiques ont le même narratif. Mais à gauche, aujourd'hui, il y a, je vois votre banc titre, sur le divorce. On a en effet une divergence de stratégie. Je ne suis pas pour la brutalisation du débat politique. De stratégie et de valeur? Pardon? Différence de stratégie et de valeur? De valeur, je l'ai mentionné tout à l'heure. Oui. Différence de stratégie, celle qui consiste à considérer que le compromis, l'élargissement de sa base est un gros mot. Non. Et dans l'offre politique à gauche, je pense que la gauche républicaine, celle qui à la fois manie les valeurs, des convictions... Regardez ce qui s'est passé au moment des élections européennes. C'est un indicateur. Est-ce que vous auriez plus en commun politiquement aujourd'hui avec Édouard Philippe qu'avec Jean-Luc Mélenchon? Raphaël Glucksmann est passé devant Manon Aubry. Et c'est bien la preuve qu'il y a une écoute pour ce discours d'une gauche républicaine, écologiste, sociale, féministe. C'est ce que moi je porte, notamment dans le congrès du Parti socialiste. Vous serez candidat pour une orientation qui permette de peser sur une nouvelle direction du parti. Nous sommes candidats aux idées, avec mon ami Philippe Brun, député de l'Eure, avec Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne, avec Fatima Yadani, et avec d'autres, on a rédigé une contribution qui porte ce que je viens de vous dire, une ligne populaire et républicaine. Voilà, un nouveau socialisme qui soit à la fois démocratique, universaliste. Donc on ne saura pas si vous êtes candidat. Mais franchement, les gens s'en fichent de savoir qui est candidat au poste de parti. Nous sommes candidats à participer à une nouvelle direction pour le Parti socialiste dans tous les sens du terme. Une nouvelle direction, c'est savoir où on va, un cap clair. Et une nouvelle direction, c'est un collectif qui fonctionne et qui fonctionne bien. Merci Jérôme Guedj. Très bon dimanche sur CNews et sur Europe 1.